Parmi toutes les thérapies qui sont disponibles aujourd'hui, une personne qui a envie de s'engager dans ce travail-là, elle peut vite se retrouver un peu perdue. Parmi les pratiques que toi tu as eues ou que tu as développées, il y a eu la psychothérapie, puis ensuite tu t'as plutôt évolué vers l'analyse transgénérationnelle. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi est-ce que toi tu t'es plus retrouvé dans ces thérapies-là et quels conseils est-ce que tu pourrais donner aux personnes qui ont envie de s'engager dans un travail comme celui-là? Alors je précise, moi j'ai pas commencé comme psychothérapeute, j'ai commencé comme psychogénéalogiste, avec vraiment cette spécificité de travailler sur un arbre généalogique, un génosociogramme, des dates, des données, des répétitions, etc. La psychogénéalogie, c'est vraiment une étude de la répétition, hein, des signes, si on peut dire, qui apparaissent, voilà, génération en génération. La psychothérapie, fondamentalement, c'est une manière finalement d'écouter quelqu'un en essayant de lui apporter des éclairages qui lui permettent d'assainir sa vie, hein, et d'aller mieux à l'endroit où il va mal, ce qui est tout à fait estimable bien sûr, mais il me semble que la psychothérapie joue toujours à l'intérieur d'une zone qui est celle qui est comprise entre la naissance et éventuellement la gestation, la conception, et la mort. C'est le cadre d'exercice. Ce qui est intéressant avec la psychogénéalogie pour moi, c'était le fait que justement ça ouvrait ces portes un peu rigides et que d'emblée on mettait en perspective le vécu d'une personne avec celui de ses ascendants et de son environnement bien sûr. Et c'est après une douzaine d'années d'exercice dans cette discipline que je me suis rendu compte qu'il y avait une sorte de synthèse qui s'opérait pour moi entre la psychanalyse qui partait du noyau individuel de chaque individu, pardon pour la redite, et cette mise en perspective des liens entre les générations. Et qu'il y avait là une sorte d'équilibre à trouver entre le labyrinthe éventuel des répétitions dans lequel on pouvait rester enfermé, mais aussi le labyrinthe du nombril dans lequel on pouvait rester enfermé si on était toujours concentré sur son histoire, son ego, etc. Et que l'analyse transgénérationnelle, c'était la première discipline que j'imaginais capable de prendre en compte les influences des défunts, c'est-à-dire des autres avec un grand A, le plus grand collectif qu'on puisse imaginer, tous ceux qui nous ont précédés, et de ne pas être isolé de ça, mais d'interroger la qualité du lien qu'on a avec ça. Et ça change tout par rapport à la psychothérapie, c'est-à-dire que là, la question, ça ne devient plus seulement de vivre le mieux possible à l'échelle de sa vie, ça devient d'observer comment des mouvements qu'on pourrait qualifier finalement de mouvements de conscience, de façon souterraine et mystérieuse quand même, passent à travers les générations, la vie des gens comme des courants assez opaques pour être intrigants et assez pertinents pour être remarqués et notifiés, et comment ça traverse comme ça des territoires entiers, je dirais à travers des siècles, comme une pertinence qui cherche à s'affirmer. Et ça, pour moi, la psychothérapie ne le permettait pas. Et la psychogénéalogie le permettait d'une manière un peu trop collective, pas assez responsabilisante. Du coup, est-ce qu'on pourrait se dire que l'analyse transgénérationnelle trouve vraiment son sens après un premier travail psychothérapeutique, ou est-ce qu'il n'y a pas besoin d'avoir cette premier contact avec la thérapie? Comment est-ce que tu conseillerais quelqu'un qui, par exemple, n'a jusqu'ici, voilà, est vierge de tout travail thérapeutique? Je ne pense pas que la psychothérapie soit absolument indispensable avant d'entamer une analyse transgénérationnelle. Enfin, pour moi, l'intérêt de cette approche que j'ai appelée comme ça, c'est vraiment que ça croise cette dimension du rapport au collectif et du rapport à soi d'une manière très, très acérée, je dirais très, très pointue, très précise. Et pour moi, ça conjugue, je dirais, les bienfaits de la psychothérapie quand elle est bien menée, avec une perspective presque globalement historique, sociologique, etc., du monde des humains. Donc, tout simplement, c'est presque une question de civilisation et de société. Donc ça parle toujours du rapport entre moi et eux et moi. Après, bien sûr, médiatisé par il et elle, papa, maman, etc., etc. Mais ça fonctionne, sans préalable nécessaire. J'ai la sensation, à travers les échanges qu'on a pu avoir ensemble, que ce qui est essentiel finalement au départ de toute
initiative ou entreprise thérapeutique, c'est finalement d'avoir une demande. Oui. Comme s'il y avait une espèce de direction qui part de soi et qui puisse guider après le travail de l'analyse transgénérationnelle. C'est ça. Moi, j'exprime ça en disant que finalement, le désir, c'est la partie yang de l'âme. C'est la partie dynamique, je dirais, de l'âme. L'âme me paraît comme une instance très réceptive, très malléable, impressionnable, fragile aussi, vulnérable, bien sûr, à bien des égards, mais elle est plus féminine de mon point de vue. Le désir, c'est comme un petit garçon qui veut jouer, quoi, quelque chose qui dit « ouais, j'y vais ». Là, mais plus cette espèce d'attention contemplative qu'on peut avoir aux choses. Les deux sont évidemment totalement liés. C'est presque comme un couple gémellaire. Mais ils ont chacun leur spécificité. Et sans désir, il y a des gens qui viennent et qui ont une sorte de disponibilité comme ça, de sensibilité. Mais s'il n'y a pas le désir, on peut regarder leur âme dériver comme un nénuphar à la surface de l'étang. Hein. Ça ne suffit pas. Oui. Et à l'inverse, s'il y a beaucoup de désir et pas beaucoup d'âme, on se retrouve un peu piégé dans les arcanes de la volonté, avec des gens qui veulent en découdre, qui sont prêts à payer, etc., mais qui ne sont pas dans cette mise initiale qu'on évoquait, ce petit coup de rein où voilà, on donne quelque chose de soi qui n'est pas que quantifiable, qui n'est évidemment pas que de l'argent, qui est une sorte de condition d'incarnation préalable, être là. Même si c'est coûteux, même s'il pleuvait ce jour-là, même si on est enrhumé, même si on est de mauvaise humeur, même si la dernière fois le thérapeute n'était pas gentil. C'est insister, c'est persister à vouloir apparaître. Merci Carole. Si cet entretien vous a parlé, vous a guidé aussi peut-être dans vos questionnements par rapport à quelle pratique thérapeutique choisir, n'hésitez pas à nous faire vos retours ou bien à partager aussi cette vidéo avec d'autres personnes qui se poseraient éventuellement ces questions. Et on vous dit à très bientôt.